Chers collègues, Madame le rapporteur, nous poursuivons aujourd'hui les travaux de notre commission d'enquête sur la pénurie de médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique française par l'audition de Madame Christelle Ratigny-Carbonell, directrice, vous êtes directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Et je vous remercie, Madame la directrice, de vous être mobilisée dans un très bref délai. Donc, je suis Laurence Haribeil, vice-présidente de la commission, et j'excuse notre présidente qui a eu une difficulté pour pouvoir être avec nous aujourd'hui. Mais en tant que vice-présidente, je suis ravie de présider cette séance sous la houlette de notre rapporteur Laurence Cohen. Placée sous la tutelle du ministère de la Santé, l'ANSM est notamment chargée d'évaluer les bénéfices et risques associés aux produits de santé tout au long de leur cycle de vie, de l'autorisation de mise sur le marché qu'elle délivre à la surveillance continue des effets désirables des médicaments. L'agence procède pour cela à l'analyse des signalements qu'elle reçoit ou directement à des inspections chez les opérateurs impliqués dans la fabrication, l'importation ou la distribution des produits de santé. L'agence participe aussi, et vous pourrez nous en dire un mot, aux procédures d'autorisation d'accès précoce ou d'accès compassionnel permettant à des patients d'accéder à des produits de santé qui ne disposent pas encore d'une autorisation de mise sur le marché ou qui disposent d'une autorisation pour une autre indication. Enfin, et surtout, vous êtes chargé de veiller à la disponibilité des médicaments indispensables, et c'est le nœud de notre questionnement, puisque nous travaillons sur la pénurie de médicaments. Et c'est pourquoi nous avons souhaité vous entendre, Madame la directrice générale, à un stade précoce de nos travaux, puisqu'il s'agit de la deuxième audition de notre commission d'enquête. Pour remettre un peu en contexte, alors que le nombre de ruptures ou risques de rupture déclarés à l'agence augmente très fortement ces dernières années, nous souhaiterions que vous dressiez une brève présentation introductive, un panorama de la situation actuelle, avec la question: quels sont les principaux médicaments touchés, quels sont les risques sanitaires associés à ces problèmes d'approvisionnement, et l'agence dispose-t-elle de moyens nécessaires pour y faire face? Et je passerai ensuite, après votre propos liminaire, la parole à notre rapporteur, Laurence Cohen, et puis ensuite, nous aurons des questions de nos collègues membres de la commission. Je vous précise que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et fera bien entendu l'objet d'un compte-rendu publié. Et avant de vous passer la parole, Madame la directrice, je vous rappelle que nous sommes dans le cadre d'une commission d'enquête et qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 433-13, 434-14, 434-15 du Code pénal. Et je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Éventuellement, si d'autres vont intervenir, vous pouvez prêter serment ou a priori vous intervenez seul? A priori, non. Très bien. Donc je vous remercie et je vous passe la parole sur ce propos liminaire. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente, Madame la rapporteure, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs. Je tiens évidemment à remercier la commission d'enquête pour donner l'opportunité à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé que j'ai l'honneur de diriger, de pouvoir vous présenter en effet au travers des quelques propos liminaires le rôle et l'état de la situation sur le sujet de la couverture des besoins de nos concitoyens en produits de santé et particulièrement en médicaments, et puis évidemment dans le cadre des échanges et des questions que l'ensemble des membres de la commission pourront poser en effet à l'agence. Quelques éléments en effet introductifs, et vous m'indiquerez lorsque vous souhaiterez que j'aborde le sujet des accès dérogatoires précoces compassionnels et cadres de prescription compassionnelle, mais peut-être centrons-nous en effet évidemment sur l'objectif de cette audition, donc sur les tensions et ruptures en médicaments.
La situation, en effet, est une situation, et tout le monde, en effet, en a bien conscience, est une situation qui est complexe, avec un nombre de tensions et de ruptures qui augmentent de manière importante. J'y reviendrai, en effet, un petit peu plus tard sur le sujet, évidemment, des médicaments, également aussi sur les dispositifs médicaux, mais nous allons nous centrer, en effet, sur les médicaments, et c'est un sujet de préoccupation qui est évidemment constante pour l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Quelques mots très rapides sur la situation nationale versus la situation européenne ou internationale. C'est les situations de tension et de pénurie, et nous avons à disposition quelques je l'ai en anglais, désolé, quelques diapositives. Merci, j'avais slide en tête. Quelques diapositives, en effet, qui permettent d'illustrer la situation ou les situations de tension et de pénurie importantes. Et je pense, par exemple, sur les dernières semaines et les derniers mois, amoxicilline et paracétamol, c'est une situation qui est vécue par l'ensemble des États membres de l'Union européenne, mais également au niveau international. Donc nous sommes face, en effet, à une augmentation des déclarations, en effet, de signalement de risque de rupture ou de risque de tension qui est, en effet, extrêmement important sur les dernières années, où nous sommes, en effet, à un petit peu plus de 3500 signalements de déclarations de tension et de rupture sur l'année, notamment 2022. Quand j'indique déclaration, cela ne veut pas dire que nous avons 3500 médicaments en rupture ou médicaments en tension. Et on y reviendra très probablement, évidemment, dans le cadre de nos échanges. Tout l'encadrement législatif et que vous avez évidemment porté et réglementaire oblige les industriels à déclarer le plus tôt possible des risques potentiels de tension ou de rupture. Toujours dans la même philosophie, pour nous donner du temps à tous collectivement, aussi bien l'agence, mais avant tout les patients et les professionnels de santé, pour nous donner le temps nécessaire pour mettre en place des mesures de réduction du risque, pour tenter de limiter au maximum les impacts délétères de ces situations de tension et de pénurie sur les médicaments. Évidemment, toutes les actions, en effet, que nous mobilisons sont orientées vers un but ultime, à savoir amoindrir les conséquences pour les patients, pour les professionnels de santé aussi, pour l'organisation des soins, puisque cela désorganise évidemment les soins. Il y a évidemment des risques possibles de perte de chance, des impacts délétères, et donc l'objectif, en effet, est de pouvoir réduire au maximum ces impacts extrêmement importants. Également aussi, je souhaiterais rappeler dans ces propos liminaires l'importance, en effet, de bien distinguer les deux dimensions dans la situation de la couverture des besoins sanitaires des patients sur le territoire national, avec la notion de gestion des tensions, des ruptures, lorsque celles-ci sont déclarées, et c'est évidemment la mission pleine et entière de l'agence, qui ne travaille pas seule, on ne travaille jamais seul, on travaille avec les patients, on travaille avec les professionnels de santé au quotidien pour essayer, en effet, comme je le disais, d'amoindrir les conséquences délétères. On a également, et grâce à vous, notamment au Sénat, on a également aussi un dispositif qui se met en place sur les dispositifs médicaux, et grâce à votre mobilisation dans le projet de loi DADU, en effet, et avec l'introduction, en effet, d'un amendement pour encadrer aussi réglementairement les tensions, les déclarations des tensions sur les dispositifs médicaux. Je rappelle également que l'approvisionnement du territoire national en médicaments est de la première responsabilité des industriels qui sont titulaires des autorisations de mise sur le marché de ces médicaments, et dont, évidemment, la première responsabilité est de pouvoir couvrir les besoins des patients, en effet, et lorsqu'ils mettent, en effet, sur le marché une spécialité, il y a une population cible qui est définie, il y a une indication, en effet, qui est définie, et l'objectif est bien qu'il y ait des approvisionnements qui soient à hauteur de ces besoins qui sont estimés et identifiés. Bien évidemment, il peut y avoir des aléas, et on y reviendra probablement dans les questions, des aléas de production, des aléas, évidemment, de fabrication, et puis des consommations largement augmentées, et on le voit typiquement sur paracétamol et amoxicilline, et si vous en êtes d'accord, on pourra passer un tout petit temps, en effet, sur ce sujet-là, et je peux, en effet,
Il y en a suffisamment, je pense, pour l'ensemble. Ah, ça, c'est déjà circulé, pardon. Désolée, j'avais pas vu. Et on pourra en effet y revenir. Des augmentations de la demande qui sont extrêmement fortes. On l'a eu avec les médicaments de réanimation, notamment pendant la première vague, Covid, mais également on l'a vu là sur amoxicilline et paracétamol. Et donc il faut ensemble, évidemment, et aussi avec les industriels, trouver des solutions. Et puis il y a une deuxième dimension qui est l'anticipation, puisque l'objectif évidemment plein et entier, en tout cas pour nous toutes et tous et pour la directrice générale que je suis, c'est de ne pas avoir à gérer des tensions et des pénuries et d'avoir en effet des mécanismes d'anticipation pour essayer de prévenir au maximum ces situations en effet de tension. On va le voir en effet après sur le sujet des plans en termes d'épidémie hivernale, mais également de manière plus large. Et là, évidemment, c'est un sujet très interministériel, interinstitutionnel. Seule l'ANSM ne peut évidemment pas gérer et répondre à l'ensemble des questions et des interrogations, mais pour autant, il y a cette nécessité en effet d'anticipation, et on reparlera, je pense, identification des vulnérabilités, relocalisation aussi, en effet, un certain nombre de questions qui ont déjà été posées et auxquelles nous vous transmettrons évidemment des réponses écrites avant la date mentionnée, je crois, du 3 mars, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous aurez évidemment l'ensemble des éléments. Voilà, on pourrait probablement parler des heures, en effet, sur le sujet, mais j'ai bien conscience que nous avons en effet 1h30. Si vous en êtes d'accord, Madame la vice-présidente et Madame la rapporteure, juste quelques éléments sur les diapositives, en effet, qui ont circulé et que vous avez en effet sous les yeux, sur la situation, en effet, particulière paracétamol et amoxicilline, qui illustre un certain nombre, en effet, de segments et d'éléments, en effet, assez représentatifs dans le cadre des situations de tension. Vous le voyez sur paracétamol, en effet, un grand nombre, en effet, de pays donc de l'Union européenne sont concernés par la situation au niveau du paracétamol. Vous le voyez aussi également sur l'amoxicilline, évidemment avec et de ce fait avec une situation européenne assez homogène sur la situation de détention de ces deux produits, mais également aussi hors Union européenne. On a des échanges réguliers avec mes homologues américains, la FDA ou également au Canada, et donc la situation est assez analogue. Ce que l'on voit à la fois paracétamol et amoxicilline, nous avons fait face, ou nous faisons encore face à une situation particulière de triple épidémie, comme vous le savez, grippe, Covid et VRS, donc bronchiolite, avec une acuité très importante sur la fin de l'année 2022, fin l'automne 2022 et début 2023, et notamment pour le virus, donc pour le VRS, pour la bronchiolite, une précocité importante, donc avec en effet un nombre de cas extrêmement important et avec un impact également sur l'organisation des soins. Donc sur le paracétamol, c'est un peu différent de l'amoxicilline, une demande en effet à la fois pour la partie adulte, pour la population adulte, mais aussi pédiatrique, extrêmement importante, eu égard aussi à la rémanence, en effet, de cas de Covid. On le sait, on a eu également la 9e vague. Les cas sont de moins en moins sévères grâce à la vaccination et c'est une très bonne chose. Pour autant, il y a toujours des cas de Covid qui nécessitent de l'antalgie et qui nécessitent en effet aussi des traitements antipyrétiques et donc une augmentation de la consommation importante de paracétamol, à la fois sur la partie adulte, mais également aussi sur la partie pédiatrique. Donc, de ce fait, une augmentation des besoins importants, une mobilisation aussi des industriels, puisque les usines tournent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mais pour autant, la demande très forte au niveau international montre en effet les difficultés de pouvoir répondre à la demande dans des temps très courts. À titre d'exemple, sur le paracétamol et la partie pédiatrique, la formulation pédiatrique, car la suspension buvable, sur décembre 2021, il y avait à peu près 1,9 million de flacons qui ont été dispensés sur la solution pédiatrique. En décembre 2022, nous étions à un petit peu plus de 3 millions de flacons de suspension buvable. Donc on voit bien une demande qui a été particulièrement augmentée. Sur l'amoxicilline, vous le voyez également aussi, une augmentation, donc des pays européens largement concernés,
Et une situation un peu différente, puisque 2020 et 2021, il y a eu, à la faveur des confinements et des mesures barrières, une diminution très forte de la consommation d'amoxicilline, et en 2022, une reprise des épidémies hivernales, des pathologies hivernales, ce qui a évidemment augmenté la demande de manière très importante, et le délai de remise, je dirais en marche de manière pleine et entière des lignes de production, a pris un peu de temps. Il y a eu ce délai pour revenir en effet à une capacité de couverture des besoins en amoxicilline. Également, et je ne prendrai pas plus de temps, vous avez les documents sous les yeux, nous avons aussi une situation spécifique au niveau national par rapport à la consommation en termes de médicaments. Nous sommes, on le sait, la France est très grosse consommatrice de médicaments. Vous le voyez notamment sur l'amoxicilline, où, et on le sait, on a un usage très important en effet des antibiotiques. Vous avez la comparaison avec plusieurs États européens, donc avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, et où vous voyez en effet, donc c'est des données qui sont mobilisées en effet au travers d'IQVIA, et donc avec une consommation, une utilisation d'antibiotiques particulièrement importante, au-delà de la moyenne des autres États européens. Sur le paracétamol, vous le voyez également aussi, nous sommes bien au-delà de nos homologues européens, avec un point à moduler, notamment sur les données pour l'Espagne et l'Allemagne. En Espagne et en Allemagne, le traitement de première intention de l'antalgie et antipyrétique n'est pas le paracétamol, mais l'ibuprofène dans les recommandations. Donc de ce fait, c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes au-dessus. Mais quand on regarde les données sur l'ibuprofène, nous sommes en deçà, évidemment, de l'Allemagne et de l'Espagne. Pour autant, lorsque l'on fait l'addition des deux, on voit qu'on a quand même une consommation qui est au-delà. Donc on a un sujet, évidemment, de bon usage qui nous rend, et le fait que nous sommes très gros consommateurs, cela nous rend d'autant plus sensibles aux tensions et aux ruptures, en effet, eu égard au volume très, très important que nous utilisons et que nous consommons. Et ensuite, mais je ne détaillerai pas pour ne pas prendre trop de temps, vous avez la présentation de toutes les mesures qui ont été mobilisées dans le cas du paracétamol et de l'amoxicilline, à la fois en termes d'interdiction d'exportation, puisque grâce à la réglementation, la législation qui existe, lorsqu'un produit est déclaré en tension, donc par l'agence, avec une mise en ligne d'une fiche de rupture de stock sur notre site, cela coupe les exportations par les grossistes répartiteurs. Ce qui veut donc dire qu'il y a interdiction d'exporter et que tous les stocks qui existent, notamment chez les grossistes, restent sur le territoire national pour couvrir les besoins des patients en effet sur le territoire national. Et évidemment, des recommandations que nous érigeons avec les professionnels de santé, avec les patients, à la fois sur le bon usage, mais à la fois aussi sur l'ensemble des mesures qui peuvent être mobilisées, des préparations magistrales aussi pour aider à couvrir les besoins. Mais je ne rentre pas dans les détails sur ces éléments et vous avez en effet l'ensemble de ces éléments. Et puis, évidemment, une information qui est constante avec nos parties prenantes, les patients, les professionnels de santé, au travers, évidemment, de réunions de travail, au travers de réunions d'information que nous avons, que nous mobilisons, en effet, de manière, je ne sais jamais si c'est bi-hebdomadaire ou bimensuel, enfin, tous les 15 jours. Je crois qu'on peut dire les deux, d'ailleurs, bi-hebdomadaire, en effet, pour partager les infos, recueillir aussi les informations du terrain, des échanges très réguliers, quasiment quotidiennement avec les pharmaciens, notamment les pharmaciens d'officine qui sont au premier en contact avec le patient et pour trouver des solutions, évidemment les médecins et les associations de patients. Et dernier élément, la dimension européenne qui est indispensable, on le reverra évidemment ultérieurement. Vous le savez, il y a des travaux en cours sur la révision de la législation pharmaceutique au niveau européen, avec normalement un objectif d'entrée en vigueur plutôt en 2024 ou 2025. Donc les premiers travaux sont en cours. Le projet devrait être publié fin mars, donc rapidement. Et sur le sujet des pénuries, la situation spécifique de la France sur l'encadrement législatif qui existe et réglementaire, et notamment depuis 2016 et qui a évolué au cours du temps, est un exemple qui est regardé évidemment par la Commission européenne et
et j'appelle de mes voeux, et on croit savoir, on n'a pas encore le projet de texte clair, mais que l'ensemble de la réglementation, en effet, notamment qui existe au niveau national, sera repris en base dans le projet soumis à consultation par la Commission européenne sur les plans de gestion des pénuries, sur voilà, les déclarations, les obligations, en effet, de déclaration. Donc, très clairement, le système qui existe aujourd'hui n'est pas suffisant, on le voit bien, puisque c'est un amortisseur, notamment avec les sujets des stocks de sécurité, c'est un amortisseur, mais cela n'annihile pas le risque, c'est un amortisseur. Mais voilà, donc il faut encore aller, en effet, évidemment, probablement plus loin et c'est évidemment l'objectif de votre commission d'enquête, pour répondre en effet à la fois aussi à ces situations que l'on a de tension et essayer d'anticiper au maximum ces situations, à la fois notamment par rapport aux médicaments critiques, et puis sur certaines populations où on sait que la population pédiatrique est particulièrement sensible en effet à ces situations de tension et de rupture, l'offre étant beaucoup moins importante que pour les populations adultes. Et je m'arrêterai là pour mes propos liminaires. Merci beaucoup. Merci infiniment. Si je me permets simplement dire qu'on avait produit un avis politique dans le cadre de la Commission des Affaires européennes et qu'on a reçu la réponse de la Commission européenne qui confirme ce que vous dites par rapport à ce qu'on préconisait. Mais ça ne résout pas le problème. La preuve, vos diapos, vos slides le prouvent. Je vais passer la parole à notre rapporteur pour une série de premières questions et puis ensuite on engagera la réflexion avec les collègues. Oui, merci beaucoup, Madame la Directrice, pour votre propos liminaire. Donc, moi, j'ai été membre du conseil d'administration en tant que sénatrice donc de l'Agence nationale de sécurité du médicament de 2012 à 2020. Donc, c'est une agence que je connais un petit peu. Hein. Voilà. Et j'ai toujours été extrêmement vigilante pour faire en sorte que cette agence, à qui on donne de plus en plus de missions, puisse avoir les moyens humains et financiers correspondant aux missions qu'on lui donnait. Malheureusement, je n'ai pas été très entendue, me semble-t-il, de ce point de vue-là. Et je pense qu'on ne peut pas donner plus de missions à une agence si on ne prend pas garde justement aux moyens pour les mettre en œuvre. Ça, je voulais déjà faire cette remarque-là. Vous avez reçu donc un questionnaire, comme l'a dit la présidente, de 25 questions. Donc, je ne doute pas que vous allez y répondre avec beaucoup d'applications et nous aurons tous les détails possibles. Moi, je voudrais insister sur 4-5 points pour laisser la place aussi aux questions à mes collègues. C'est vrai que la pénurie, ce n'est pas un phénomène récent, la pénurie des médicaments, puisqu'il y a eu d'ailleurs différents rapports qui ont été faits au niveau parlementaire, que ce soit au niveau du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Mais par exemple, si on regarde, en 2016, il y avait à peu près 600 signalements et aujourd'hui, on en est à plus de 2400. Vous avez dit là, en 2021, 3500. Donc, on voit que les signalements ont été multipliés par au moins 5 en une année, en un court moment. Et donc, ce n'est pas lié du tout seulement à la crise de la Covid, puisque je crois qu'en 2019, on recensait 1500 signalements. Et ces pénuries, quand même, ou ces ruptures de stock, touchent des produits qui sont extrêmement divers. Ce sont, par exemple, des anticancéreux, les antirétroviraux ou même certains produits à base d'insuline, et d'ailleurs ça a fait défaut dans les traitements des patients. Donc ma première question justement, c'est de voir avec vous s'il y a en fait un point particulier concernant les médicaments anciens qui sont moins onéreux et donc moins rentables pour les exploitants. Et de ce fait-là, est-ce qu'ils seraient moins touchés que les autres? Quelle est votre analyse? Et est-ce qu'il existe des difficultés autres ou semblables par rapport aux médicaments dits innovants? Ça, c'est ma première série de questions.
Par ailleurs, donc, vous avez effectivement des dispositifs qui sont mis à votre disposition. Je sais que vous avez été alerté en amont par rapport à la pénurie d'amoxicilline et aussi de Doliprane. Comment est-ce que vous avez pu traiter donc ces questions de pénurie? Parce qu'on a eu le sentiment, que ce soit en tant que parlementaire ou que ce soit en tant que simple usager, que quand même, il a fallu beaucoup de temps pour avoir des mesures qui essayent de pallier ces pénuries. Donc, qu'est-ce que vous avez pu ou pas pu mettre en place? C'est ma deuxième série de questions. Et je sais que vous avez la possibilité, notamment, d'infliger des pénalités financières. Mais j'aimerais bien savoir combien de sanctions vous avez pu infliger, parce que dans les éléments que j'ai, il y en a extrêmement peu. Je crois que ça doit concerner en 2020 2 signalements peut-être, enfin très très peu. Et en tout cas, il y a une grande opacité sur le montant des pénalités financières. Donc là, vous êtes devant une commission d'enquête, vous avez prêté serment, donc on aimerait en tant que parlementaire avoir des éléments beaucoup plus tangibles sur ce que vous pouvez faire, quels sont vos moyens d'action, parce que c'est effectivement un moyen d'action. Vous voyez, je regarde mon papier, 2020, une sanction pour rupture de stock, contre 2 en 2019. Voilà quels sont mes chiffres. Donc, si vous pouvez nous en dire plus, ça serait un élément important pour notre enquête. Ma troisième question, c'est que le ministre a demandé d'établir une liste de tous les médicaments essentiels pour juin 2023. Puisque, effectivement, il y a la nécessité de réagir face à ces pénuries. Mais cette liste, de mon point de vue, existe déjà. C'est celle notamment de l'OMS. Et j'aimerais bien avoir votre analyse sur comment, finalement, vont s'articuler ces deux listes. Est-ce qu'elles vont rentrer en contradiction? Est-ce que ce n'est pas finalement redondant? Et est-ce que c'est si pertinent que ça de réitérer une liste alors qu'on en dispose de la part d'un organisme comme l'OMS? Et enfin, ma dernière question, ça concerne les solutions qui pour vous, permettraient de réduire les risques de pénurie. Alors, elles peuvent être multiples, elles sont à la fois dans des décisions politiques en matière effectivement de santé, mais elles sont aussi, vous l'avez un peu abordé, au niveau industriel. Donc, on est nombreux et nombreux à penser qu'il faudrait relocaliser un certain nombre d'industries pour pouvoir avoir une production effectivement en France, alors toujours en lien et en collaboration avec le niveau européen, mais on sait pertinemment que la plupart des usines se trouvent en Chine ou en Inde. D'abord pour des raisons de rentabilité financière compte tenu du coût de la main-d'œuvre, etc., mais également pour des raisons environnementales, parce que ce sont des usines qui sont assez polluantes. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, par rapport à cette relocalisation? Est-ce que ça vous permettrait également, y compris, d'avoir peut-être plus de latitude par rapport à ce qu'on vous demande en termes de sécurité, de suivi, etc., des produits? Est-ce que ça serait pour vous une facilitation en plus de l'apport que ça pourrait donner effectivement aux besoins des Françaises et des Français en matière effectivement de médicaments? Voilà, il y en aurait beaucoup d'autres, mais il faut laisser la place à chacun et chacune, parce que c'est le jeu, pour moi, d'une commission d'enquête, c'est que chacun se sente vraiment partie prenante de cette commission et puisse poser toutes les questions qu'il porte. Merci. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Je vais essayer d'être le plus concise et le plus clair possible pour laisser évidemment la place aux autres questions. Sur votre première question, donc en effet, une hausse des signalements des déclarations à peu près par 5 entre 2016 et 2021. Un point important à souligner, comme je l'indiquais tout à l'heure, les évolutions législatives récurrentes et notamment à partir de 2019 avec la LFSS 2020 qui ont
demandé et qui ont en effet requis de la part des industriels des déclarations le plus tôt possible des risques possibles de tension et de rupture est un élément dans l'augmentation aussi du nombre de déclarations de signalement. Il y a aussi plus de médicaments qui sont en tension et en rupture, mais l'augmentation en effet de la déclaration est en lien direct en effet avec le dispositif législatif et réglementaire demandant en effet plus une déclaration le plus tôt possible. Pour autant, on a vu aussi également, et notamment à partir de mi-2021 et début 2022, une augmentation du nombre de déclarations avec prise de mesure. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une déclaration et qu'il y a une prise de mesure derrière, c'est qu'on a bien des médicaments qui sont en effet en tension ou en rupture, avec la nécessité soit des mesures à prendre, soit d'importation, soit de contingentement, par exemple. Et on était plutôt aux alentours de 25% à peu près sur l'année 2021, on voit que sur 2022, on est plutôt à 40% de signalements qui nécessitent la prise de mesure. Donc on a ces deux éléments, plus de déclarations parce qu'on demande à ce que les déclarations soient le plus tôt possible, mais également aussi en parallèle un nombre plus important de déclarations avec la nécessité de prise de mesure. Sur votre question concernant quel type de médicaments sont touchés, en effet, entre les médicaments anciens ou que l'on appelle matures et les médicaments innovants, la très grande majorité des tensions concernent des médicaments dits matures. Et il y a très peu de cas de tension ou de pénurie sur des médicaments dits innovants. On est plutôt dans ce cas-là, lorsqu'un nouveau médicament arrive, on va dire une progression dans la mise à disposition qui peut être un petit peu plus longue eu égard à la technicité, à la fabrication et donc par rapport aux demandes qui arrivent. En effet, il peut y avoir un petit décalage dans le temps, mais sur des réelles tensions ou pénuries, on est très, très majoritairement sur des médicaments dits matures. Vous avez pris l'exemple des anticancéreux. Les tensions que l'on peut avoir ou les pénuries sont sur des médicaments en effet matures, dits de première intention. On en voit peu, voire très très peu, sur les médicaments dits innovants. Sur la deuxième question concernant les mesures, en effet, paracétamol, par exemple, vous aviez indiqué paracétamol et amoxicilline, et vous l'avez sur l'une des slides, la slide 6, sur le paracétamol, les signes, en effet, d'augmentation de la consommation et donc de difficulté possible de pouvoir garantir la couverture des besoins avec la production, a été dès la fin du premier semestre de 2022, avec des mesures qui ont déjà été prises dès juillet 2022, en effet, avec la recommandation de distribution fractionnée, notamment par les pharmaciens d'officine, des recommandations aussi en lien avec les syndicats de pharmaciens d'officine pour appeler à la responsabilité de chacun et qu'il n'y ait pas forcément d'achat, parce que vous le savez, le paracétamol est à la fois sur prescription, mais sans prescription, pas d'achat d'un nombre de boîtes trop important, en effet, notamment en prescription médicale facultative. Et donc, au fur et à mesure, et vous le voyez là, avec des mesures qui ont pu être mises en place depuis juillet 2022 pour essayer de faire face à la situation, en effet, de la demande qui est en effet importante. Sur l'amoxicilline également aussi, et notamment au travers de la précocité des pathologies hivernales et des infections aussi respiratoires aiguës, donc au début de l'automne, donc dès octobre, où avec l'ensemble des parties prenantes, nous avons en effet mobilisé des mesures qui clairement, en effet, ne résolvent pas tout, et on le voit bien, et Madame la vice-présidente, vous l'avez indiqué, mais qui essayent en effet de limiter le plus possible les impacts. Le sujet, et on va revenir sur les sanctions financières, le sujet, parce que je pense au stock, le sujet concernant les stocks de sécurité, vous le savez, en effet, depuis septembre 2021, donc la mise en place de stocks de sécurité pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. On a à peu près 6 000 MITM sur les 12 000 médicaments qui sont dans la pharmacopée française. Nous avons donc 2 mois de stock de sécurité pour les MITM qui peuvent être, donc par dérogation, donc par une décision que je prends, qui peuvent être montés jusqu'à 4 mois lorsqu'il y a eu un historique de pénurie sur les 2 dernières années
les 2 dernières années précédentes. Donc, par exemple, pour l'amoxicilline, qui est un médicament d'intérêt thérapeutique majeur, il répond pleinement à la définition d'un MITM. Donc, l'amoxicilline orale, c'est 2 mois de stock de sécurité, donc la règle. Par contre, l'amoxicilline injectable, c'est 4 mois. C'était 4 mois parce qu'il y avait eu des pénuries dans les 2 années précédentes. Et donc, ça c'est un premier point. Et donc, concernant, en effet, ces stocks de sécurité, cela a permis de limiter l'impact, et notamment puisqu'on a eu une consommation qui a été multipliée quasiment par 45, enfin augmentée de 45% entre l'automne 2021 et l'automne 2022, ça a permis en effet de pouvoir amenuire, on va dire, le déficit qu'il y avait, mais ça ne répond pas à tout. Le paracétamol n'est pas un médicament d'intérêt thérapeutique majeur, il n'est pas classé comme MITM. C'est une discussion, en effet, que nous avons également avec les industriels, notamment sur la partie pédiatrie. Voilà, en tout cas, je pense que l'on peut considérer que le paracétamol pourrait remplir les critères d'un MITM. Donc, à ce stade, le paracétamol, en effet, n'est pas dans le champ des stocks des sécurités, quelle que soit sa forme, injectable, voie orale, adulte ou pédiatrique. Le sujet des sanctions financières. Donc, en effet, c'est un dispositif évidemment qui est extrêmement important et qui a été revisité en effet récemment et avec un élargissement de l'assiette permettant à l'ANSM de pouvoir prendre des décisions de sanctions financières. Et donc cela est entré en vigueur en octobre, au 1er octobre 2022. Donc il y a quelques mois. En effet, le périmètre au préalable était limité. Il y avait peu de cas où nous pouvions mobiliser des sanctions financières et je partage, le nombre était particulièrement réduit. Pour autant, depuis le 1er octobre 2022, et nous vous l'indiquerons en effet dans nos réponses en effet au questionnaire de la Commission, cela a été considérablement en effet élargi en termes de périmètre, également aussi en termes de montant. Donc nous avons publié en effet les lignes directrices sur les sanctions financières et j'espère. Je n'espère pas qu'il y ait des sanctions financières parce que quelque part cela veut donc dire que voilà, le respect voilà, des obligations n'est pas réalisé, mais en tout cas il y aura la possibilité de mobiliser de manière beaucoup plus importante le dispositif des sanctions financières. À titre d'exemple, pour 2022 et notamment plutôt sur le dernier semestre 2022, voire le dernier trimestre 2022, nous sommes en cours de mobilisation de 3 sanctions financières, eu égard à ce dispositif, en effet, qui est élargi depuis le 1er octobre 2022. Il y a évidemment des phases contradictoires à réaliser avec les industriels, ce qui est tout à fait logique. Il y a aussi des possibilités de recours, et les industriels peuvent se mobiliser, en effet, de possibilités de recours, soit de recours gracieux, donc auprès par rapport à la décision que j'ai prise, mais également auprès du tribunal administratif, et cela sera probablement un jour ou l'autre le cas. Donc un dispositif qui a été modifié depuis octobre 2022 et dont l'objectif est une mobilisation plus importante. En termes de transparence, parce que c'est ce que vous indiquiez, je crois, Madame la rapporteure, tout est public sur notre site, y compris les montants, mais sur un temps, court qui est conforme à la loi. Nous ne pouvons donc rendre public, en effet, la décision de sanction financière avec le montant seulement 1 mois. Et voilà, c'est la réglementation, et voilà, on ne peut pas le mettre au-delà d'1 mois. Voilà, donc il faut bien viser, entre guillemets, pour avoir l'information, mais on ne peut pas, c'est des échanges que j'ai notamment avec ma directrice réglementation et déontologie, Carole Le Saunier, qui est ici présente, et en effet, la loi, et ce qui est aussi évidemment normal, ne permet la publication uniquement pendant 1 mois, en effet, sur le site internet de l'ANSM. Mais sur cette période, tout est public, et y compris le montant, en effet, de la sanction financière. Concernant votre question sur la liste, en effet, de médicaments critiques, donc, dont l'annonce a été réalisée par le ministre de la Santé et de la Prévention à l'issue, en effet, du comité de pilotage
sur les pénuries donc, début février. Alors, plusieurs éléments par rapport à cela et par rapport à la liste de l'OMS. Il existe en effet une liste de médicaments essentiels donc, de l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif de cette liste de médicaments essentiels, merci, qui a été en effet annoncé par le ministre, permet de pouvoir concaténer deux dimensions. La première dimension, et c'est le travail qui est réalisé sous l'égide de la Direction générale de la santé, auquel évidemment la NSM participe, et avec les sociétés savantes, donc les professionnels de santé, pour définir dans chacune des aires thérapeutiques une liste de médicaments, en effet, particulièrement essentiels et donc particulièrement indispensables, mais également aussi tout le travail qui est réalisé, donc à partir des travaux, notamment dans le cadre des états des lieux dont la NSM dispose de la part des industriels. Chaque industriel, chaque année, doit transmettre un état des lieux avec l'ensemble des éléments par médicament sur notamment la chaîne de production, les fabricants, pour chacun des composants du médicament. Et donc, grâce à cette analyse, et nous le faisons en partenariat avec la Direction générale des entreprises, c'est dans le cadre des suites du rapport de 2021 qui a été mobilisé, que l'on appelle le rapport Giorgi, donc permettant d'identifier des facteurs de vulnérabilité, par exemple un monofournisseur de substances actives ou un monofournisseur d'excipients ou de blisters ou autres, qui permettent d'identifier en effet ces facteurs de vulnérabilité où on sait que si on a un sujet en effet, avec un monofournisseur, par exemple, de substances actives, eh bien forcément, il va y avoir un sujet extrêmement complexe. Et donc, c'est la mise en évidence de ces facteurs de vulnérabilité, croisée à la liste, en effet, des médicaments donc par pathologie, par champ thérapeutique, par aire thérapeutique identifiée avec les professionnels de santé, va pouvoir permettre de définir une liste, en effet, de médicaments évidemment essentiel et critique si jamais, en effet, il y a des difficultés sur ce produit, eu égard, en effet, aux vulnérabilités qui ont été mises en évidence. Et c'est dans ce cadre, en effet, que sur la base de cette liste, de voir quelles mesures on peut mettre en place, et on va y revenir. Est-ce que c'est de la relocalisation? Est-ce que c'est de la diversification de la production pour essayer, en effet, de dévulnérabiliser la chaîne de production de ces médicaments? Juste pour illustrer mon propos, vous vous rappelez probablement, en effet, c'était le temps d'avant Covid. Nous avons eu à faire face à une pénurie de corticoïdes oraux. C'était en 2019, en effet, avec une situation très compliquée. À nouveau là, nous sommes très gros consommateurs de corticoïdes, puisque plusieurs millions de Français, en effet, chaque année, et c'est grâce à notre groupement d'intérêt scientifique EPIPHAR sur la pharmacoépidémie, a pu mettre en évidence une consommation importante. Pour autant, nous avions une dizaine de spécialités, princeps et médicaments génériques. Donc, lorsque l'on regarde, en effet, le portefeuille, on a l'impression d'être possiblement sécurisé parce qu'on a une dizaine de spécialités de corticoïdes oraux. Pour autant, derrière, en fait, il n'y avait qu'un seul façonnier. En France, d'ailleurs, on n'était pas du tout sur un sujet hors Union européenne ou dans des pays tiers, et donc avec une difficulté, en effet, de fabrication, de production. Et donc, en effet, lorsque l'on a un seul façonnier qui va évidemment alimenter l'ensemble des spécialités et donc des différents industriels, on voit bien que le facteur de vulnérabilité est majeur. Et donc, c'est tout le travail qui va être fait dans cette liste de médicaments critiques pour combiner les deux approches, pour identifier en effet ces médicaments qui sont considérés comme essentiels et qui ont des facteurs de vulnérabilité et sur lesquels il faut prendre en effet des mesures pour dévulnérabiliser la production en effet de ces médicaments. Et donc, en effet, l'articulation, très clairement, les listes, en effet, qui sont mobilisées par les sociétés savantes, on aura évidemment un recoupement avec la liste de l'OMS, c'est-à-dire que, même s'il y a des spécificités d'usage et d'utilisation entre les différents pays, on a quand même, de toute façon, on va dire, des éléments communs sur l'usage des médicaments au niveau international. Alors ensuite, les solutions. En effet... Alors, une fois qu'on a les listes ensuite, donc ça sera sous l'égide évidemment du ministère de la Santé et de la Prévention, c'est en effet, une fois qu'on aura identifié ces éléments, c'est quelles mesures prendre pour dévulnérabiliser. Est-ce que c'est
aller vers un nouveau site de production? Est-ce que c'est de la relocalisation? Est-ce que... Voilà, est-ce qu'on a un sujet prix? Voilà, c'est très au-delà des missions de l'ANSM, mais pour autant, en effet, c'est pouvoir voir ce qui peut être mis en place. Est-ce que c'est aussi, et on va peut-être en parler sur la dernière question de Madame la rapporteure, sur le sujet aussi coopération, notamment au niveau européen. Donc cela fait la transition, en effet, avec la dernière question sur les solutions. Voilà, il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a deux dimensions. Il y a la dimension de gestion. Une fois qu'on a l'attention, une fois qu'on a en effet les pénuries et comment on le gère au mieux sur l'information, la traçabilité, le partage encore plus important des données avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament, que ce soit évidemment au niveau industriel, au niveau grossiste-répartiteur, au niveau pharmacien d'officine, au niveau pharmacien hospitalier et avec les professionnels de santé et les patients, mais anticiper en effet les sujets et notamment sur le sujet de la relocalisation. Sur le sujet de la relocalisation, et vous indiquiez en effet possiblement au niveau national, je pense qu'un premier point qui est très important, et on le voit au quotidien à la NSM, c'est essayer évidemment de s'écarter le plus possible des situations de monopole et de monocyte, comme je l'indiquais précédemment, puisque cela, enfin, pour nous, c'est en effet la situation la plus délicate. Lorsque l'on est sur une substance active ou sur un médicament qui est produit uniquement par un site, et y compris d'ailleurs au niveau européen ou international, hein, j'ai en tête des substances actives qui sont fabriquées uniquement sur un seul site pour l'entièreté de la population mondiale en termes de substances actives. Et donc, quand on a un incident sur ce type de substance, c'est évidemment extrêmement compliqué. Donc, il y a le sujet en effet de diversifier, donc essayer d'avoir des solutions aussi possiblement de backup, hein, donc à la fois en termes de sites de production qui peuvent être activables aussi rapidement. On le voit, et on le voit, les industriels aussi ont des recherches en effet d'autres sources de substances actives, mais ensuite il faut pouvoir le mobiliser, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit en effet rapidement. Donc la relocalisation en effet et la moindre dépendance par rapport des pays tiers ou autres est un sujet en effet qui peut être une partie de la réponse, je ne pense pas uniquement. Je pense que la maille européenne est quelque chose qui est probablement important. Je prends l'exemple, par exemple, des antibiotiques et ce que l'on appelle les vieux antibiotiques, où, en effet, on voit qu'il peut y avoir au fur et à mesure des arrêts de commercialisation de certains antibiotiques, de certains vieux antibiotiques qui concernent des niches, on va dire des populations extrêmement restreintes. Et donc, de ce fait, l'attractivité, évidemment, pour un industriel n'est pas forcément évidente à l'échelle, en effet, de la demande au niveau national. Pour autant, si on est sur une maille européenne avec donc du coup des besoins donc additionnés, en effet, sur ces antibiotiques qui concernent des niches, cela peut permettre en effet d'avoir aussi une attractivité probablement plus importante et ne pas être dans une situation où on voit sur certaines gammes thérapeutiques, et à nouveau je repense aux anti-infectieux, une disparition des antibiotiques en effet anciens et qui est évidemment un problème important. Donc la relocalisation peut être en effet une solution. Il faut bien avoir en tête d'essayer d'être au maximum, enfin de s'éloigner du sujet du monopole, de monocyte, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut mettre en situation de délicatesse. Et puis, vous l'avez aussi énoncé, Madame la rapporteure, la prise en compte de l'ensemble des dimensions, et de l'ensemble des dimensions, en effet, à la fois environnementales, en termes de production. Et donc, c'est évidemment quelque chose qui est important. Hein. C'est de la production, c'est de la chimie. Donc, il y a évidemment tous les enjeux, vous l'avez souligné, les enjeux environnementaux. Et donc cela doit être pris en compte de manière globale. Et évidemment, les réflexions aussi au niveau européen sur le sujet sont importantes, puisque l'ensemble de nos homologues sont confrontés aussi à des situations qui sont extrêmement complexes. Merci. Madame la rapporteure, vous voulez compléter?
Oui, juste par rapport à vos explications, et je vous en remercie. On a été visiter au niveau de notre commission d'enquête une pharmacie, et là, nous avons été étonnés. Donc, il produisait donc de l'amoxicilline, et nous avons été étonnés par le fait que quand nous avons interrogé le pharmacien qui est à 2 pas du Sénat, il nous a dit qu'il ne souffrait absolument pas d'une pénurie de principes actifs, et il nous a montré effectivement que dans la salle où il mettait plus qu'en boîte, hein, mais enfin où il s'occupait de faire les gélules, il n'y avait pas de souci, il avait des cartons entiers de principes actifs. Alors que nous, on nous a dit qu'à chaque fois, il y avait une pénurie des principes actifs, et que c'est ça qui expliquait un peu la nature du problème. Et là, on l'a vu. Enfin, c'est pas seulement, on n'a pas seulement écouté ce qu'il nous disait, on a pu constater réellement, enfin tous ceux qui étaient avec moi là, et toutes celles, que ça n'était pas le cas. Alors voilà, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus ? Oui, tout à fait. Alors je confirme, les tensions sur l'amoxicilline ne viennent pas de tensions sur le principe actif, très clairement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu mettre en place des préparations magistrales, ce que vous avez vu. Donc en effet, les gélules, qui ont été, ça devait être des gélules de 125, j'imagine, milligrammes probablement à l'époque. Voilà, la recommandation que l'on a faite, qui permet en effet, et ça permet encore aux parents d'ouvrir la gélule, de le mettre, voilà, soit dans une compote ou quelque chose, et c'est beaucoup plus simple que d'essayer par rapport à un comprimé de le couper, etc. Mais en effet, sur la tension, la pénurie amoxicilline à laquelle nous avons à faire face depuis plusieurs semaines, ce n'est pas une tension de principe actif, c'est bien la fabrication. Donc la fabrication de la suspension buvable ou autre. Et comme je le disais, 2020 et 2021, la consommation ayant diminué de plus de 30%, les industriels ont adapté leur outil de production, en effet, par rapport à cette baisse. Et donc la remobilisation pour des augmentations, je relate juste factuellement, je n'ai pas d'avis, en effet, voilà, enfin, je ne m'exprime pas en tout cas dans ce cadre-là, voilà, sur cela, mais en effet, et c'est la remobilisation en effet des chaînes de production, et notamment des RH, des ressources humaines, parce que je pense qu'en effet il y a eu une diminution évidemment voilà, de préparateurs, puisqu'il y avait moins de consommation, qui a mis du temps, mais en effet il n'y a pas de tension sur le principe actif. Et dans cette situation complexe et délétère à laquelle nous faisons face, heureusement qu'il n'y avait pas de tension de principe actif, parce que ça a pu permettre de mobiliser les préparations magistrales. Parce que si l'origine était une pénurie, en effet, en principe actif, nous n'aurions même pas pu, enfin collectivement, et surtout les pharmaciens, parce que c'est ceux qui ont été évidemment mobilisés, nous l'avons fait, donc on a à peu près 40 officines sur le territoire national qui sont autorisées à préparer des préparations magistrales. Donc ça a été fait en partenariat, évidemment, avec l'agence, avec l'édiction de recommandations, de préparation, puisque l'objectif, c'est que ce soit fait, évidemment, en termes de qualité, d'efficacité et de sécurité, et avec des volumes extrêmement importants qui ont été mobilisés et qui ont permis de répondre très clairement à la demande, et notamment pour les formes pédiatriques, puisque la difficulté, c'est pour ça que je parlais de la sensibilité de la pédiatrie, la difficulté était vraiment sur les suspensions buvables, donc amoxicilline 125 mg/ml et 250 sur des petits poids, où en effet c'est extrêmement compliqué. Enfin, on ne peut pas évidemment donner un comprimé à un enfant en bas âge ou aller couper, enfin voilà, c'est quand même très compliqué pour les parents ou pour les aidants. On a aussi le même sujet pour les patients âgés, les personnes âgées qui ont des problèmes de déglutition, qui ne peuvent pas prendre de gélules ou de comprimés. Et donc le fait d'avoir ces préparations magistrales a été vraiment, et voilà, et je salue tout le travail qui a été réalisé par les pharmaciens, a été évidemment extrêmement précieux pour donner donner des réponses, en effet, notamment pour les jeunes enfants. Mais en effet, ce n'est pas une pénurie de principe actif. Je confirme. Très bien. Bien, donc un certain nombre de collègues. Alain Houpert a demandé la parole. Oui. Merci Madame la rapporteure. Madame la directrice de l'Agence nationale de sécurité du médicament, je dirais que nous sommes en insécurité en France, et vos propos m'inquiètent parce que les solutions que vous donnez sont des pansements. Il faut se poser les questions, et les bonnes questions. Vous parlez d'industriels, de rupture de chaîne auprès des industriels. Il y a deux sortes d'industriels. Il y a les industriels qui assemblent
et il y a les industriels qui produisent. Et moi, je suis au Sénat depuis 2008, et en 2009, on a eu la loi HPST. J'ai voté contre cette loi HPST, pourtant c'était ma majorité qui la proposait, parce que c'est une aporie politique. On a été dans un cercle vicieux, c'est-à-dire favoriser le générique pour diminuer les coûts. C'est un cercle vertueux, mais on est tombé dans un cercle vicieux, c'est-à-dire une mondialisation malheureuse, où tout est fabriqué au diable Vauvert. Ici, le diable Vauvert, c'est important parce que à la place du petit Luxembourg, il y avait un château qui s'appelait Vauvert. Et quand à Paris, on disait « allez au diable Vauvert ». Voilà, donc ici, vous êtes dans le diable Vauvert pour qu'on vous pose des questions. Et cette loi HPST a créé le système pire que l'automobile, parce que dans l'automobile, ce n'est pas le sous-traitant qui commande, alors que dans l'industrie pharmaceutique, c'est le sous-traitant qui commande. Et on est dans un système de flux tendu, et on est à la merci de deux pays qui sont tout à fait respectables, qui sont la Chine et l'Inde. Mais je pense que dans le médicament, le circuit court, c'est pas mal. Vous parlez de 40 officines qui sont capables de faire des productions magistrales, mais nous avons 100 départements en France, nous avons 60 millions d'habitants, ce n'est pas 40 officines qui peuvent faire les choses. Et là, moi, je crois en l'industrie. Je crois en l'industrie qui est capable, justement d'exercer des contrôles, de donner de la sécurité aux médicaments. Alors si on va dans des système D, excusez-moi du terme, fait par des professionnels, pour compenser, pour mettre des pansements sur les insuffisances de la gestion de notre sécurité alimentaire, je trouve qu'on marche sur la tête. Il faut revenir, comme vous l'avez dit, à une relocalisation, et une relocalisation urgente. Moi, je me souviens du Clamoxyl qui était fabriqué en France, il n'y avait pas de problème. Vous parlez de pénurie de paracétamol et d'amoxicilline. Moi, je ne m'inquiète pas pour le paracétamol parce que c'est le gouvernement qui en a fait la publicité en disant « n'allez pas chez votre médecin, n'allez pas me voir et surtout prenez du paracétamol ». Donc les gens, ils ont fait des stocks. C'est sûr qu'il y a une surconsommation. Et puis le paracétamol, n'oublions pas que c'est quand même quelque chose de toxique. Je soigne beaucoup de patients qui sont en attente de greffe hépatique à cause de ce médicament qui est soi-disant la panacée. Non. Alors que bon, les antibiotiques... on les prend de manière quand même un peu plus pondérée, quelques jours, mais pas des jours et des années, comme on est en train de le faire actuellement. Et on est en train de faire du mal à notre population avec ces médicaments qui, soi-disant, ne sont pas agressifs, mais qui sont agressifs à long terme. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on revienne à des choses intelligentes, relocalisées. La mondialisation, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un de libéral qui vous parle. La mondialisation, elle n'est pas heureuse dans le cadre du médicament. Il est important. On a des industries qui sont... Nous avions en France la première industrie mondiale du médicament. Maintenant, on est loin derrière les Indiens. Chers collègues, l'objectif, c'est quand même de poser un certain nombre de questions. Donc, mais ceux qui se conçoivent bien s'expriment clairement. C'est pour ça que je pose une question qui est courte. C'est très intéressant, il n'y a aucun souci. Mais voilà. Essayons, parce qu'il y a d'autres collègues qui veulent intervenir et on a 25 minutes encore. Que pouvons-nous faire, madame, pour relocaliser d'urgence? Parce que les Français attendent une relocalisation d'urgence. Les médecins attendent une relocalisation d'urgence. Et pas dans des pharmacies, dans des industries. Est-ce qu'il y a beaucoup de collègues qui veulent prendre la parole après? Donc on va faire question après question peut-être. Hein. Et puis s'il y en a trop, on fera un tour de questions. Merci de... Merci beaucoup. Merci pour cette question. Juste un élément de précision lorsque j'indiquais les 40 officines sur les préparations magistrales. Bien évidemment, ce n'est pas une solution qui doit être, je dirais, mobilisée de manière régalienne, mais on est bien dans la situation où on a une tension, on a une pénurie manifeste et il faut trouver des mesures de réduction du risque pour essayer de pallier à cette situation. Pour autant, bien évidemment, la préparation magistrale ou hospitalière ne se mobilise que lorsqu'il y a déficit d'approvisionnement sur les spécialités
venant des industriels. Et je partage pleinement qu'on est bien sur ce schéma. Avant tout, les spécialités, ce sont les industriels qui sont responsables de la garantie de l'approvisionnement. Et s'il n'y en a pas, dans ces cas-là, on mobilise des mesures. Très clairement, entre ça, enfin, des préparations magistrales et rien, évidemment, il vaut mieux avoir des préparations magistrales, mais l'objectif n'est pas d'étendre de manière globale les préparations magistrales. Sur le sujet de la relocalisation, je l'ai déjà indiqué, c'est un sujet évidemment un sujet majeur et notamment bien au-delà de la seule compétence de l'ANSM. Et voilà, c'est très interministériel, bien évidemment. Le sujet, typiquement pour le paracétamol, hein, vous indiquez, le paracétamol, la production de paracétamol, notamment adulte, elle est sur notre territoire national. Elle est très majoritairement sur notre territoire national, notamment sur Lisieux, mais sur un autre site dont j'ai oublié, Guillaume, si tu peux, voilà, bref, mais dont j'ai oublié, et Agen pour un autre, mais il y a un autre site, en effet, mais un autre site aussi pour l'autre industriel. Les formulations pédiatriques sont sur Cologne, par contre, en Europe, et donc le sujet de la relocalisation, il y a des projets sur le paracétamol notamment, hein, d'extension, en effet, de la production, et donc, voilà, l'objectif, et c'est aussi le plan France Innovation Santé 2030, hein, de relocalisation qui est portée par le gouvernement. Et je crois que vous auditionnez le directeur général de la santé. Donc, il y aura des éléments évidemment beaucoup plus précis que moi par rapport au champ de compétences de la DGS vis-à-vis de l'ANSM pour qu'il y ait en effet ces projets de relocalisation. En ce qui concerne les missions de l'ANSM, puisque comme vous le savez, nous avons un circuit du médicament qui est particulièrement sécurisé, et notamment y compris du début de la chaîne jusqu'à la fin, avec l'existence de pharmaciens, en effet, de pharmaciens responsables à chaque étape, ce qui est évidemment un gage de sécurité et de réassurance. Et donc, nous sommes mobilisés dans le cadre s'il y a la nécessité d'ouverture, d'autorisation d'établissements pharmaceutiques. Guillaume Renaud, le directeur de l'inspection, qui est à mes côtés. La direction est fortement mobilisée, en effet, lorsqu'il y a la nécessité d'ouverture, d'autorisation d'établissements, puisque, évidemment, pour chaque industriel, il y a la nécessité d'une autorisation de l'ANSM pour ouvrir toute ligne, évidemment, de production, de fabrication, d'assemblage, de sous-traitance, de grossistes-répartiteurs. Donc, l'agence sera évidemment mobilisée dans ce cadre-là. Merci. Madame Paoli-Gagin. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Madame la Directrice Générale, merci pour cette présentation et ces premières séries de questions. En approche basique, on parle de notre pénurie de médicaments, donc ça veut dire qu'on s'adresse quand même à un marché où finalement la demande excède l'offre, si je dézoome et que je me place sur un strict point de vue macroéconomique. Je pense qu'un des premiers angles, c'est de s'attaquer à cette surdemande et à ses causes, en fait. Est-ce que les causes, c'est pas un prix stable du médicament et est-ce qu'un prix différencié du médicament sur prescription et hors prescription ne nous permettrait pas déjà d'affaiblir un peu cette demande qui, à mon avis, ne témoigne pas de la très bonne santé de nos concitoyens. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, est-il vrai, on lit ça beaucoup, et je n'ai aucune idée sur la question, n'étant pas du tout experte en ces matières, que sur certaines molécules, en fait, on n'arrive même pas à challenger avec le simple prix de la matière première. En fait, on n'est pas compétitif par rapport à un produit qui nous arrive transformé, packagé, même pas ex-factory Chine, mais livré chez nous. Est-ce que c'est vrai ou pas? Merci beaucoup. Merci, allez-y. Oui. Merci beaucoup pour cette question. À nouveau, j'indique juste le champ de compétences de l'ANSM qui n'est pas sur le sujet du prix, et j'en suis, enfin, pas que j'en suis désolée, mais en tout cas, je ne pourrais pas forcément répondre à toutes les questions, en effet, par rapport à notre champ de mission et de compétences. Sur le sujet offre et demande, je partage votre point, c'est qu'on a un sujet, évidemment, qui est important sur le bon usage et le surusage, la surconsommation aussi de médicaments. Et ça, c'est un point qui est évidemment extrêmement important. C'est le médicament
donc pour le bon patient, à la bonne posologie et le temps le plus court possible, évidemment. Et ça, c'est un point qui est important. Donc, il y a tout cela. Sur le sujet du prix, même si ce n'est pas dans le champ de compétences de l'ANSM, les prix sont différenciés entre le prix d'un médicament remboursé et le prix d'un médicament non remboursé. Il est administré. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. Donc, à nouveau, voilà, ce n'est pas du champ de compétences de l'ANSM. Pour autant, les prix sont libres, en effet, lorsque l'on est sur de la prescription médicale facultative, donc non remboursée. Donc, voilà, il n'est pas administré pour les produits qui ne sont pas remboursés. Donc, c'est voilà, à la discrétion ou de l'industriel ou du pharmacien, en effet, notamment officinal. Donc, ce n'est pas réglementé. Seuls les médicaments remboursés sont réglementés. Et sur le sujet prix matières premières, prix produits packagés, cela a trait en effet notamment au prix des médicaments matures, où en effet, je pense que lorsque vous aurez l'audition du président du comité économique des produits de santé, je crois, et du vice-président, vous aurez les éléments évidemment les plus adéquats possibles. Et donc, en effet, voilà, c'est ce qui est dit notamment dans le discours public sur le fait qu'il y a des prix pour les médicaments génériques qui sont en effet assez réduits. Est-ce que c'est le bon prix? Est-ce que cela peut, voilà, prend en compte l'ensemble en effet l'ensemble des segments, notamment que ce soit de la matière première, que ce soit du packaging ou que ce soit en effet de la fabrication. Et à nouveau, dans le cadre du comité de pilotage sous l'égide du ministre de la Santé, de la Prévention et du ministre de l'Industrie, a été annoncé un moratoire sur la baisse des médicaments génériques eu égard à la situation. Donc c'est aussi un des premiers éléments. Jean-Pierre Moga. Oui. On va peut-être prendre les deux merci, questions. Madame la Présidente. Madame la Directrice, déjà, merci pour l'exposé et les explications que vous nous avez données. Moi, mon accent doit déjà vous aider à repérer d'où je suis. Je suis du Lot-et-Garonne, et dans le Lot-et-Garonne, il y a UPSA. UPSA fabrique aussi les feralgans. Et les feralgans, je ne suis pas médecin ni pharmacien, mais c'est aussi du paracétamol. Et il n'y a pas que Sanofi qui fabrique du paracétamol. Non, mais je le dis parce que, donc, quand il y a eu au niveau surtout des sirops et du paracétamol pédiatrique un manque de produits, j'ai téléphoné à UPSA, c'est pas loin de chez moi, j'y suis allé, et ils m'ont expliqué qu'effectivement, il y avait un manque parce qu'il y avait eu des problèmes. Et ils m'ont dit, nous, vous savez, on a doublé notre production. Ils travaillent jour et nuit, ils travaillent le dimanche, ils ont expliqué à leur personnel qu'ils avaient un devoir d'aider pour la sécurité du médicament et tout. Les gens travaillent la nuit, le dimanche, avec le sourire et tout, mais ils m'ont expliqué aussi autre chose, c'est qu'eux ne fabriquaient que 2,5% de ce qu'on consommait en France, c'était Sanofi qui faisait le reste. Alors, à votre niveau, est-ce que vous pouvez, je ne défends pas spécialement, il y a les laboratoires Fabre, il y a... on veut réindustrialiser, c'est très bien, mais déjà, avec les labos qu'on a en France, est-ce qu'on ne pourrait pas imposer à nos labos une répartition? Alors, je ne dis pas de dire à Sanofi, vous passez à 20%, mais peut-être faire en sorte... Chez nous, à la campagne, on dit qu'il ne faut pas avoir les œufs dans le même panier. Et je crois que pour assurer la sécurité, il faut avoir plusieurs entreprises qui soient en capacité de fournir quand l'autre a des difficultés liées à des pannes, à des grèves, à je ne sais quoi. Et moi, ma question, est-ce que, à votre niveau, vous ne pourriez pas imposer une répartition? Parce que Sanofi, ils ont rendu service. Moi, je viens de l'industrie. Construire une chaîne, on ne la construit pas pour tourner pendant 2 mois pour rendre service aux autres. Hein. On ne la met pas après à l'arrêt. Il faut avoir un plan de charge, il faut que vous soyez capable de garantir aux labos qu'on a déjà ici la possibilité de produire à moyen et à long terme de manière à mieux assurer notre sécurité. Voilà ma question. Merci. Peut-être qu'on peut prendre l'ensemble des questions là, parce que je vois le temps qui tourne. Laurence Muller-Braun. Merci, Madame la Vice-Présidente. Bonjour, Madame. Moi, je voulais vous demander, il y a eu donc un rapport annuel de la Cour des comptes un rapport annuel de la Cour des comptes pour l'année 2022
Et donc, il y a différentes... justement, il y a un chapitre qui est consacré à la sécurité des approvisionnements des médicaments. Et il y a donc différentes recommandations dans ce rapport et des critiques de la Cour des comptes, bien sûr. Et il y a certains éléments qui concernent donc votre agence, l'ANSM. En fait, il est indiqué que le suivi des déclarations à l'ANSM est insuffisant pour appréhender l'évolution effective des tensions d'approvisionnement, puisque seule une part très minoritaire des déclarations qui vous parviennent, entre 5 et 10% selon les années, donne lieu à l'inscription sur une liste officielle des médicaments qui, de par les textes, entraîne l'interdiction pour les grossistes répartiteurs de les exporter. En plus, il est indiqué qu'il existe plusieurs fichiers, mais ils ne sont pas agrégés. Donc tout le monde fait des fichiers et finalement on n'arrive pas à une solution. Il y a le fichier ANSM, le dossier pharmaceutique, outil informatique développé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, dans les hôpitaux un outil de suivi appelé e-Dispostock, et ces fichiers ne sont pas rassemblés, donc on n'a pas de vision consolidée. Il n'est dès lors pas possible d'objectiver l'importance et la gravité des ruptures qui affectent la population. Dans ce contexte-là, ni les autorités sanitaires, ni a fortiori les usagers du système de soins ne disposent d'informations satisfaisantes sur l'état des ruptures d'approvisionnement, puisque au début ne sont déclarées qu'une partie minoritaire et puis qu'il n'y a rien de consolidé. Donc la question, c'est comment on peut vraiment lutter contre les ruptures de médicaments si elles ne sont pas correctement identifiées et pourquoi on ne fusionne pas d'abord toutes les remontées d'informations. C'est une première question. La seconde serait cette carence ou cette trop grande demande de médicaments. On a deux éléments auxquels on pense en tant que personne française lambda. C'est l'arrêt du remboursement de l'homéopathie. Donc on peut se poser la question si ça n'a pas un report sur des médicaments comme les... Voilà, puisque beaucoup de gens se traitaient quand même en homéopathie. Et puis... la carence des médicaments matures, où là, on sait que les laboratoires, les brevets sont au bout, donc ça ne rapporte plus assez pour les laboratoires de les produire. Donc, est-ce que je sais qu'au niveau, enfin, on a entendu qu'au niveau européen, ils pensaient à organiser un établissement public pour racheter ces molécules qui aujourd'hui ne sont plus intéressantes pour les laboratoires et de pouvoir produire du médicament avec ces molécules. Comment vous les appelez, matures et qui sont maintenant hors brevet. Merci. Alors, je vais me permettre d'ajouter une question en prolongement de ce qui vient d'être dit. Moi, je veux dire que quand on regarde vos slides que vous nous avez montrés au début, on se rend compte que la pénurie, elle est partout. Mais en même temps, en France, il y a un système de pronostic, ou en tout cas de surveillance, qui est en train de se mettre en place, mais n'empêche qu'on n'a pas solutionné la question des pénuries, même si l'Union européenne voudrait en faire un modèle européen. Donc, est-ce que ça vient du fait que le modèle est encore un peu trop récent, ou est-ce qu'il y a d'autres explications? Donc ça, c'est un premier élément de question. Et la deuxième question est en prolongement de la précédente, c'est-à-dire que les pénuries, c'est essentiellement dans le cas de médicaments matures. Est-ce qu'on peut envisager une production avec un partenariat public-privé ou une production publique sur des médicaments, en effet, qui sont d'intérêt thérapeutiques majeurs, mais qui sont des médicaments matures pour reprendre la maîtrise finalement de cette filière-là. Donc voilà, et je vais finir en donnant la parole à Laurence Cohen qui avait encore des questions qui sont venus avec le débat. Bah oui, et puis après, on vous donnera la parole pour terminer. C'est dans le débat, ça prolonge effectivement les questions de mes collègues. C'est très intéressant, les questions de Laurence Muller-Braun, notamment, qui a fait référence à la Cour des comptes, parce que je voudrais savoir si vous avez pu répondre aux recommandations de la Cour des comptes, et si oui, parce que ce serait intéressant pour nous de savoir s'il y a eu un espèce de dialogue, en fait. C'est compliqué avec la Cour des comptes, je ne sais pas si ça s'appelle un dialogue. Bon, en tout cas, une réponse, c'est une première question. Après, je pense extrêmement intéressant de ne pas opposer, en tout cas par rapport au prix, de ne pas opposer les médicaments dits matures et les médicaments innovants. Pourquoi ? Parce
parce qu'effectivement, sinon, on ne tient qu'un bout de la chaîne. C'est-à-dire qu'il va y avoir des industriels qui vont pleurer parce que ce n'est pas suffisamment rentable. Mais on oublie que, par ailleurs, les médicaments innovants sont plus que rentables, puisque ça atteint des sommes astronomiques, pharaoniques, et que donc, on ne peut pas dire qu'ils soient à perte. Donc, si on veut avoir une réflexion sur cet aspect-là, je pense qu'il faut avoir la globalité de la réflexion, sinon, ça sera une fausse bonne idée. En tout cas, j'aimerais avoir votre analyse là-dessus. Et la dernière question, c'est que certains fabricants n'avaient pas fait part de la rupture de stock de certains médicaments, alors qu'ils manquaient notamment chez les grossistes répartiteurs. En tout cas, c'est l'information que nous avons eue. Et donc, quel peut être à ce moment-là eh bien, le pouvoir de l'Agence nationale de sécurité du médicament quand vous avez vent de ce genre d'omission volontaire. Merci. Merci beaucoup. Alors sur la première, première série, première question en effet de cette série, donc évidemment il y a plusieurs fabricants de paracétamol et notamment vous avez mentionné les deux industriels majoritaires qui au global représentent 80% de la production et de la consommation de paracétamol en France. Il y en a d'autres en effet, donc des laboratoires dits génériqueurs, mais seuls ces deux industriels font notamment des formulations pédiatriques. Et je partage tout à fait ce que vous avez indiqué. Donc c'est à ma demande en effet, que ce laboratoire a augmenté, a doublé en effet la production, notamment de formes de solutions buvables pédiatriques, pour évidemment essayer de couvrir les besoins. Sur la question, est-ce que l'ANSM peut obliger à ce qu'il y ait on va dire des quotes-parts, voilà, la réponse est non. Je ne peux pas en effet obliger. Ensuite, évidemment, c'est un marché certes qui est régulé, mais qui est libre, et chaque industriel peut évidemment mettre à disposition. Il faut évidemment qu'il y ait les commandes en face, mais mettre à disposition. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons sollicité particulièrement l'industriel qui est situé à Agen pour mettre à disposition des quantités supplémentaires, et notamment de formulations pédiatriques. Sur la question par rapport au rapport en effet de la Cour des comptes, et donc oui, nous avons eu des échanges évidemment avec la Cour des comptes sur les sujets du petit pourcentage de 5 à 10% qui aboutissent à en effet une interdiction de déclaration, en effet une interdiction d'exportation. C'est ce que j'indiquais dans mes propos au tout début de cette audition. Il y a en effet donc les déclarations de signalement, donc de risque de tension et de rupture, et l'interdiction d'exportation se fait lorsqu'il y a le constat d'une tension et d'une rupture effective qui permet la mise à disposition sur le site internet de l'agence en effet de la fiche rupture de stock. Dans les 3500 signalements, il n'y a pas la publication évidemment des 3500 signalements, puisque ce sont des déclarations de la part des industriels sur des risques potentiels qui sont suivis en effet par l'agence, et ensuite lorsqu'on a bien la déclaration en effet effective, dans ce cadre-là, il y a en effet la publication. Sur les systèmes en effet d'information, il y a en effet plusieurs systèmes d'information, et à la fois le système qui est donc de déclaration que l'on appelle donc au niveau de l'ANSM en effet, donc où les industriels déclarent les tensions, les risques de tension et les tensions, avec un certain nombre d'autres informations utiles à la gestion. On a en effet le DP rupture, IDispostock qui n'est pas qui permet de recueillir les stocks et les approvisionnements dans les pharmacies hospitalières, qui n'est pas un système qui est mobilisé de manière pérenne, et je pense qu'il faut avancer évidemment là-dessus pour avoir évidemment la vision de ce qu'il y a aussi dans les pharmacies hospitalières. Ça a été mobilisé pendant Covid, ça a été mobilisé sur certains cas où on nous demandait la mobilisation, mais pour autant, et c'est un travail qui est avec le ministère de la Santé et de la Prévention pour institutionnaliser en effet, que l'on ait cette vision en effet complète. Et donc au niveau de l'ANSM, nous n'avons pas un système d'information monobouton qui nous permet d'avoir l'intégralité des éléments. Donc il y a en effet plusieurs éléments, et donc le travail au quotidien des équipes, c'est bien de recueillir
toutes les données des industriels, les données, en effet, les données que l'on a aussi au niveau des grossistes répartiteurs, les données qui existent au niveau des officines. Et je partage, il y a la nécessité d'avoir un système d'information qui permette de faciliter le travail aussi au quotidien de l'ensemble de mes équipes. On revient sur le sujet des moyens humains, des moyens évidemment financiers, qui sont indispensables en effet pour avoir cette vision globale et actualisée en permanence. Cela est fait par mes équipes avec des fichiers, des tableaux Excel croisés dynamiques, mais je ne dirais pas que ça ne marche pas, parce que pour autant, aujourd'hui, et on le voit, on a une consommation beaucoup plus importante, que ce soit de paracétamol et d'amoxicilline, mais c'est au prix, en effet, de difficultés évidemment importantes. Et avoir un système d'information le plus concaténé possible, partagé avec l'ensemble des acteurs, est en effet une option qui permettrait probablement de faciliter, en tout cas, la gestion au quotidien. Ensuite, alors le sujet homéopathie, par rapport au déremboursement, je sais que vous avez auditionné la présidente de la Haute Autorité de Santé qui est en charge, en effet, du sujet remboursement. Donc, je ne sais pas ce qui a pu être mobilisé. On lui a posé la question, elle a dit que la France était le seul pays à avoir fait une étude, donc, parce qu'elle a dit que ce n'était pas un sujet politique mais scientifique, sauf qu'il n'y a qu'en France qu'on ne rembourse plus l'homéopathie, donc on peut imaginer que c'est quand même politique, mais elle a dit qu'il n'y avait que la France qui avait fait une étude sur les... Enfin, la France est formidable, mais en attendant, les gens qui ne peuvent plus se soigner à l'homéopathie vont avoir d'autres moyens de se soigner, bien sûr. Hein. Et puis, il y avait les brevets, oui, les médicaments hors brevet. Très rapidement, parce qu'on a les questions d'actualité dans 5 minutes, malheureusement. Voilà, oui, production, laboratoire, parce que je n'arrivais pas à me relire, désolé. Ouais, donc, hors brevet. Donc, oui, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Je pense que, et notamment au niveau de la maille européenne, c'est quelque chose qu'il faut probablement, en effet, travailler sur ces médicaments anciens hors brevet qui ne sont pas très attractifs, à nouveau, les vieux antibiotiques, avoir une force de demande ou de production. Alors, à mon avis, c'est peut-être plutôt de demande et avec des partenariats, en effet, possiblement public-privé, pour avoir une force, je dirais, de frappe suffisamment importante pour devenir attractif. Avec ce que j'indiquais, le point majeur tout à l'heure, c'est le fait de ne pas être en monocyte, en monofabrication. Parce que là aussi, c'est évidemment un point important. Mais sur ces produits très anciens, en effet, qui peuvent concerner des petites populations, le fait d'avoir une demande concaténée peut être important. Typiquement là, sur amoxicilline, le sujet n'est pas... il n'y a pas de désengagement, très clairement, des industriels sur la partie amoxicilline. Hein, c'est largement utilisé. Le sujet, c'est l'adaptation par rapport aux consommations fluctuantes qui existent. Sur le sujet du système de surveillance, c'est ce que j'indiquais. Le système est en place, permet d'être un amortisseur, mais ça ne répond pas à tout. Et l'amortisseur, il est uniquement dans le cadre de gestion de gestion des tensions et des pénuries. Il y a tout le volet, en effet, anticipation. Il y a tout ce que l'on a parlé sur la relocalisation et sur le fait de s'écarter du monocyte, monofabrication. Et puis le sujet du bon usage. Ça, c'est un point qui est évidemment majeur. Voilà, la consommation très importante est évidemment un point extrêmement important. Et puis le dernier point de Madame la rapporteure, je partage complètement le sujet en effet du prix, de la régulation des produits de santé doit s'appréhender dans sa globalité. Je partage complètement, c'est un cycle de vie. On le sait, les produits innovants arrivent, ensuite voilà, ils sont utilisés, ils vont au bout de quelques années perdre leur brevet et donc on va être en effet dans des produits dits matures et dans des produits ensuite qui sont génériqués, et c'est bien le cycle de vie qui va permettre de réinjecter aussi pour la R&D et l'innovation. Donc c'est bien le cycle de vie en effet à la fois de la chaîne de fabrication et de la chaîne de valeur de l'industrie du médicament, et c'est dans ce cadre
cadre-là, et vous l'avez vu, que la mission régulation sur les produits de santé sous l'égide de la Première ministre a été mise en place avec cinq personnalités qualifiées qui permet d'embrasser l'entièreté, en effet, des dimensions, à la fois produits matures, à la fois produits innovants, mais aussi le sujet qui occupe votre commission, enfin qui nous occupe toutes et tous sur tension et pénurie, avec un seul objectif, et si juste le dernier mot, c'est important pour moi, tout cela est évidemment avec un objectif impératif d'assurer la sécurité de nos patients. Et la sécurité des patients, c'est évidemment par rapport au profil bénéfice-risque des médicaments, mais aussi la garantie de la couverture des besoins. Et ça, c'est un point évidemment qui est majeur, avec la dimension de bon usage des médicaments. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Merci infiniment pour ces réponses. Je vous rappelle qu'on est en attente de la réponse écrite au questionnaire qui vous a été adressé, qui est assez conséquent, puisqu'on a parlé de 25 questions. Je vais lever la séance et rappeler à mes collègues que nous avons une audition demain après-midi, qui est ouverte à tous, bien sûr, avec des économistes du médicament et puis ensuite des magistrats de la Cour des comptes. On y a fait référence et on reprendra nos travaux le 28 février ensuite. Voilà. Merci infiniment et bonne séance de questions d'actualité.